Je suis Julie Denis et tu écoutes la Psy des entrepreneuses. La solidité mentale, c'est l'un des leviers les plus sous-estimés quand on entreprend. Ici, on parle moins de ce qu'on fait et plus de qui on est. Les doutes, l'incertitude, la pression, la fatigue, les moments de bascule, c'est de ça qu'on parle. Et surtout, qui on décide de devenir pour les traverser. Bonne écoute. Cet épisode est proposé en collaboration avec Feeling Great by Partena Professional. Feeling Great, c'est la plateforme incontournable sur la santé mentale et le bien-être mental des indépendants. On y retrouve articles de blog, baromètres bien-être, webinaires et ateliers, tout ça proposé gratuitement par Feeling Great pour vous aider et vous soutenir au niveau de votre bien-être mental. Parce qu'on le sait, entreprendre, c'est cardio. Je ne peux que vous conseiller la plateforme puisque ça fait 2 ans que je collabore avec Partena Professional pour mettre en place ce projet. Le lien vers la plateforme est dans les notes de l'épisode ou rendez-vous directement sur feelinggreat.be. Bonjour Clémence et bienvenue pour la 2e fois, pour le 2e épisode dans le podcast La Psy des entrepreneuses. Salut Julie, merci beaucoup pour ton invitation. Alors en intro, si on enlevait le titre, le métier, les différentes casquettes que tu peux porter, qui es-tu au fond en 3 mots-clés? Oh là là, c'est 3 mots, c'est vraiment pas facile. Ouais, ça fait déjà 3, mais amoureuse de la vie, ça, okay. Je pense que ça me définit bien. Je sais pas, je dirais créative et passionnée. Ok, génial. Merci. C'est dur 3 mots. Hein. On est tellement plus que juste 3 mots. Ouais, c'est ça. Alors, si on reprend la casquette métier, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que tu fais? Oui. Donc, moi, je suis psychologue, psychothérapeute de formation. Je me suis spécialisée dans le sommeil. Donc, j'ai suivi une formation à Paris en 2018-2019. Et j'ai travaillé pendant 10 ans en milieu hospitalier, dont 5 ans dans un laboratoire du sommeil, avant de passer par la case burn-out en 2022. Et suite à ça, j'ai démissionné. Je me suis lancée à mon compte et j'ai créé Bien dans mon plumard, qui est donc mon activité où j'ai accompagné des centaines de personnes à retrouver un sommeil de qualité. Et depuis 2024, j'ai aussi lancé une formation à destination des professionnels de l'accompagnement parce que je me suis rendu compte que je me sentais bien seule à parler du sommeil et que c'est une thématique qui est extrêmement vaste et qui est très très peu comprise et surtout prise en charge par les professionnels. Donc voilà, et donc là, ça fait quelques semaines maintenant, pas très très longtemps, ça fait même pas 1 mois, que j'ai pris la décision d'arrêter moi-même d'accompagner pour me focaliser à 1000% sur la formation des professionnels et aussi le fait de transmettre le message parce que vraiment mon objectif, c'est que le sommeil retrouve une place centrale dans les accompagnements et que tout professionnel ose questionner, interroger, prendre en charge le sommeil dans ses accompagnements. Ose, et je fais une parenthèse, c'est pas l'objet du podcast aujourd'hui, mais ose, mais aussi connaissent, parce que finalement, on connaît très peu de choses sur le sommeil. Oui, on connaît, quand on prend le triptyque alimentation, mouvement, sommeil, qui est un peu la base, hein. L'alimentation, on connaît un petit peu, même c'est dans les grandes lignes, mais tout le monde connaît un peu, on apprend ça à l'école. Le mouvement, l'activité physique, pareil. Le sommeil, très peu. Exactement. Oui, et quand je dis ose, je sais bien que c'est une conséquence parce que du fait de manque de connaissances, on n'ose pas en parler. Donc, on préfère contourner totalement le sujet que de poser les questions, quitte à ne pas savoir quoi en faire. Mais déjà, ne fût-ce que poser la question, moi, je trouve que c'est déjà un premier pas parce qu'au moins, les personnes qui dorment mal peuvent se sentir écoutées. Et puis après, on peut avancer, quoi. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas quel épisode sortira en premier, mais donc on enregistre aujourd'hui 2 épisodes avec un épisode spécifiquement autour du sommeil. Donc, si ça vous intéresse, allez voir, ou soit il sortira bientôt, soit il est déjà sorti, mais vraiment spécifiquement autour du sommeil, comment ça fonctionne,
ce qui se passe, enfin, quelles sont les implications, quel est l'impact pour les entrepreneurs. Ici, cet épisode-ci, j'avais envie de te poser des questions concernant quelque chose que tu as partagé sur les réseaux aussi dernièrement, puisque tu es psychologue, comme tu le disais, mais aussi entrepreneuse, ce qui est un combo qu'on voit pas hyper souvent non plus. C'est vrai. Et tu as parlé dernièrement de ta vision, de la vision que tu avais et du fait que cette vision, tu l'avais atteinte. Oui. Et du coup, une première question que j'ai envie de te poser, c'est aujourd'hui, quand on regarde ton parcours, on peut dire que tu as réussi, en tout cas, tu as réussi à atteindre la vision que toi, tu avais, tu as réussi. Toi, tu vis ça comment? Je réalise pas encore vraiment. Je t'avoue qu'on me dit bien plus souvent que j'ai réussi que je ne me le dis à moi-même. Ok. Parce que, alors, je pense que peut-être pour comprendre ma réponse, il faut aussi comprendre que moi, je fonctionne beaucoup dans le futur. Moi, je suis toujours dans le futur. Je suis rarement à repenser au passé et j'essaye de m'ancrer dans le présent, mais c'est pas toujours évident non plus. Donc, je suis toujours au next step. Je suis toujours à voir ce que je peux faire en plus, de mieux aussi. On va pas se le cacher. Et donc, oui, c'est vrai que ça me fait forcément évidemment très plaisir ce que tu me dis et c'est même de temps en temps des amis ou des personnes de mon entourage qui disent mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Je dis oui, non, c'est vrai que parfois je me rends pas vraiment compte de ce que j'ai fait et c'est vrai que en fait ça m'a beaucoup aidé de relire une vision que j'avais écrite avec mon coach à l'époque. Et de me dire mais c'est génial, je l'avais écrite ma vision pour 2030 et en fait on est en 2026 et j'ai coché quasiment toutes les cases quoi. Waouh. Oui. Mais vraiment j'en ai eu les larmes aux yeux quoi quand j'ai relu ça. C'était assez fou et ouais, donc merci pour cette notion de réussite. Je trouve que c'est pas une définition facile non plus à se donner à soi. C'est quoi la réussite au final? J'essaye justement de me poser et pour ne pas courir à toujours plus sans fin et sans but et sans raison. Donc j'essaye justement là de par toutes ces réflexions là de définir ma propre définition de la réussite. Bon, ok, celle que j'avais définie en 2024, visiblement on y est. Et c'est quoi ma prochaine réussite? Et ça va être quoi la prochaine Clémence, quoi? C'est quoi la prochaine version de moi-même, quoi? Oui, c'est déjà la prochaine version. C'est quoi la prochaine version? Ouais. Oui, c'est ce que tu disais, c'est le futur, quoi. Ouais. Ah oui. Je célèbre. J'essaye vraiment de célébrer parce que justement, c'est intéressant parce que c'est justement, on en parlait un peu en off. Je suis dans tout ce travail-là parce que j'arrive pas encore vraiment à voir quelle va être ma prochaine étape parce qu'en fait, je suis toujours en train de célébrer et il faut que je célèbre encore mon accomplissement de maintenant, quoi. Est-ce que toi, tu le vois comme une réussite? C'est une très bonne question. Mais tu vois, c'est pas un oui franc, Non. Alors, oui, bien sûr que quand on me le dit, j'ai un ami qui me l'a dit pas plus tard qu'il y a 2 jours, qui m'a dit mais attends Clémence, tu te rends compte, tu fais autant de CA, tu vis là en Thaïlande, t'es mariée, t'as une maison, enfin oui, je travaille pas beaucoup aussi, moi je travaille en moyenne 3-4 heures par jour. Et il dit ah oui c'est vrai, il dit comme ça, c'est assez impressionnant mais je sais que je peux faire tellement, je vais faire encore tellement que oui, c'est une étape de réussite. Je vais les formuler comme ça, c'est une étape de réussite. C'est ça, c'est ça. Oui, et l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas, il y a aussi je sais pas comment le nommer, mais ce truc un peu dans l'inconscient collectif que quand on est content de quelque chose, c'est comme si on allait se satisfaire de ça et ne plus aller vers le next step. Alors je sais pas s'il y a ça ici, mais oui. Mais tu vois, on peut être satisfait et content de ce qu'il y a aujourd'hui et célébrer ce qu'il y a aujourd'hui et pour autant vouloir aussi autre chose pour la suite, quoi. Voilà. Et je pense que c'est ça
qui a été utile en fait de rechercher ma vision de 2024 parce que très honnêtement depuis début janvier je sentais que je devais y aller mollo quoi, tu vois. Depuis janvier j'étais là oui bah ça va piano j'avais pas le fuego comme j'ai l'habitude d'avoir habituellement. J'ai mis ça d'abord sur le compte de l'hiver et puis je suis partie en Thaïlande donc c'était plus une excuse et puis je me suis dit bah oui mais je suis en Thaïlande c'est au début donc j'en profite, c'est plutôt mood vacances et tout machin et puis j'avais pas envie de travailler plus que ça, tu vois. Et en fait bah, je pense que c'est parce que j'y mettais plus de sens. Bah, je suis arrivée là où je voulais arriver. Bah, en fait, si je redéfinis pas d'autres objectifs, pourquoi continuer, tu vois, c'est même pas des objectifs, c'est au-delà des objectifs. C'est vraiment, je dis la prochaine version de moi-même parce que je pense qu'il va y avoir aussi une transformation identitaire qui va s'accompagner de mon prochain, de ma prochaine étape. Mais, bah, pourquoi travailler plus puisque bon, mon chiffre d'affaires est pas dégueu. Quoi. J'y suis. Je travaille, je travaille peu. Je suis au soleil. What else, quoi? Ouais, attends, parce qu'il y a 5 onglets qui sont ouverts, là, avec ce que tu viens de me dire. Peut-être d'abord, à quoi ressemblait, la vie que tu voulais construire à l'époque? Cette vision que tu as décrite en 2024, tu me dis. À quoi est-ce qu'elle ressemblait? Ben écoute, elle ressemblait. Ce qui était vraiment important pour moi, c'était d'avoir, d'un point de vue privé, des bonnes relations avec mon mari, ma famille, etc. Bon, ça c'était déjà ok à l'époque, c'est toujours ok. Mais c'était aussi d'avoir un équilibre pro-perso, de pouvoir en fait que mon pro puisse soutenir mon perso. Dans les voyages, moi j'ai toujours rêvé de voyager et là en l'occurrence j'ai vraiment voyagé énormément les derniers mois. Je suis allée au Canada, je suis allée plusieurs fois à Paris, je suis allée à New York pour me célébrer toute seule fin d'année dernière. Là je vis 3 mois en Thaïlande pour le moment. Et en plus de ça, je permets à mon mari de pouvoir prendre une pause carrière et parce qu'il est salarié pour m'accompagner. Mais ça, c'est le goal ultime, quoi, afin de dire, mais je peux prendre la charge financière, je peux être le pilier financier de notre couple temporairement, et pour pouvoir lui permettre, lui, de se dégager d'une situation, ou plutôt de lui permettre de vivre des expériences qu'il avait envie de vivre avec moi. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Je pense qu'il y avait une notion de chiffre d'affaires quand même, un montant à atteindre, et d'avoir du temps pour mes loisirs, pour apprendre l'anglais. J'ai pris des cours d'anglais. Pour apprendre l'espagnol, j'apprends l'espagnol. Pour apprendre, en fait, comme je suis très curieuse, j'ai beaucoup besoin de me nourrir. Moi, c'est très important pour moi que mon travail ne prenne pas 100% de mon temps dans mon quotidien. Et j'avais noté aussi de créer une académie pour former les professionnels. Voilà. Et là, je me suis dit, waouh, c'est fou, quoi. Ouais. Donc tout est coché, tout ce que tu viens d'énumérer. Il y a juste une chose, c'est que je voulais avoir un van et je l'ai pas encore. Bon, en même temps, Belgique, Thaïlande, oui, en van, voilà, c'était c'est pas faut traverser un grand pays qui n'est pas très populaire pour le moment, donc c'est pas facile. Quand tu as écrit cette vision-là, tu pensais que ça allait changer quoi pour toi intérieurement? Le fait d'atteindre cette vision? Mais en fait, j'étais vraiment un baby entrepreneur à ce moment-là. Donc, en fait, ça changeait tout, quoi. Ça changeait tout en termes de stabilité, en termes de... Je me l'imaginais pas à ce moment-là. Je pense que... En fait, je le voyais comme un accomplissement. Tu vois, un peu... Comme une réussite. Ouais, mais un peu comme le point final, quoi. Tu vois, ok, c'est bon, j'ai mon académie, j'ai un bon chiffre d'affaires stable... tout va bien. Enfin, tout va bien. C'est bon, c'est un goal, quoi. C'est vraiment un accomplissement. C'est l'objectif. Et vraiment, en vrai, il y a cette notion d'équilibre, quand même, de stabilité, d'équilibre, parce que vraiment, j'ai pas envie de retomber dans le burn-out. J'ai compris mes erreurs et voilà.
Mais c'est très intéressant comme question parce que c'est comique parce que maintenant je le vois plus du tout comme un accomplissement évidemment, heureusement. Je crois que je le voyais vraiment comme la ligne d'arrivée. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a permis d'y arriver et d'y arriver aussi vite? Parce que j'entends que tu t'étais mis ça comme vision pour 2030, donc 6 ans. Mm-hmm. Et là, en 2 ans, c'est bon, à part le van. Ouais. Qu'est-ce qui m'a permis? Je pense que s'il y avait un livre à lire pour tout le monde, c'est le livre The One Thing. Moi, il y a un acronyme qui m'anime. Je crois qu'un jour, je vais me le faire tatouer. C'est l'acronyme WIN. J'adore parce que c'est win comme gagner, mais c'est What's Important Now. Voilà. Ok. C'est pour ça que je travaille pas beaucoup. Je me focalise que sur ce qui est important. C'est ça. Et franchement, s'il y avait une réponse à donner, ce serait celle-là. Oui, c'est ça. Tu me vois processer. Alors, je connais le livre, je l'ai pas encore lu, moi, mais forcément, quand on est entrepreneur, je crois que tout entrepreneur a déjà entendu parler de ce livre. What's Important Now. Mais du coup, ça, on dévie un petit peu, mais tu dis que tu as fait un burn-out. Oui. Sans vouloir mettre j'en parle librement, il y a pas de problème, moi. C'est ça. OK. Mais du coup, sans vouloir mettre dans une case les personnes qui ont fait un burn-out, sans vouloir te mettre dans une case, mais généralement, les personnes qui font un burn-out, forcément, c'est lié au contexte, mais c'est aussi lié à son propre fonctionnement, d'en faire beaucoup. Oui. Parfois d'être un peu perfectionniste, etc. Oui. Comment est-ce que on passe de 2022, je fais la ligne du temps, 2022 burn-out, 2024 j'écris cette vision, entre 2024 et 2026 c'est quand même court comme laps de temps, c'est ça que je veux dire. Oui. 4 ans plus tard, être à un point où ce qui t'a aidé à arriver à ce point-là, c'est What's important now? Je travaille 3-4 heures par jour. J'arrive à déterminer très clairement ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Pour quelqu'un qui a fait un burn-out 3-4 ans plus tôt, c'est un gap immense. Je vais pas vous vendre du rêve. Je suis toujours perfectionniste, d'accord? Okay. Je suis toujours perfectionniste, mais j'ai une forme de... En fait, il m'a fallu longtemps pour l'admettre, pour le reconnaître que j'étais perfectionniste, parce que j'ai pas un perfectionnisme qui me bloque dans l'action. Tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui passe très facilement à l'action parce que je m'en fous si je fais une faute d'orthographe. Tu vois, mon perfectionnisme, il va pas se jouer comme ça. Moi, mon perfectionnisme, il va s'alimenter du regard des autres. C'est pas très sain non plus, hein. Enfin, ça se travaille. Mais du coup, en fait, mon perfectionnisme m'a permis d'arriver là parce que la reconnaissance des autres m'aide, m'alimente, me drive. C'est ça. Tu vois. Je travaille ça, honnêtement. Mais donc non, moi j'ai pas du tout un perfectionnisme qui me fait procrastiner à outrance. Pas du tout. Vraiment, moi mon perfectionnisme, il se joue dans le regard des autres et dans le fait de justement, en fait, c'est un peu inscrit dans une spirale positive de plus ça marche, plus j'ai des feedbacks positifs, plus ça me drive. Plus ça marche, plus j'ai des feedbacks positifs, plus ça me drive. Et donc, en fait, c'est un perfectionnisme qui peut te tirer. Et en plus de ça, c'est pas que ça. Le burn-out est arrivé quand je travaillais à l'hôpital, dans un contexte très compliqué où j'ai subi des gros conflits d'équipe pendant des années. Il y a eu le Covid. J'ai perdu mon papa. Dans mon hôpital, ma maman est tombée malade. En fait, je pense que ça aussi, je vais parler 2 minutes de la maladie de ma maman parce que c'est super important. C'est que ma maman a la maladie d'Alzheimer et elle a été diagnostiquée à 63 ans. Donc, autant te dire qu'elle n'était pas encore retraitée, elle n'était pas encore pensionnée, elle était retraitée parce qu'elle était malade. Et donc, j'ai eu une urgence de vivre. Vraiment, je me souviens très bien, le jour du diagnostic de ma maman, j'étais au boulot, j'étais à l'hôpital et j'ai fondu en larmes. J'étais à ma chef, si vous croyez que je vais continuer à me faire chier, pardon, mais et moi, il y a des choses plus urgentes et plus graves et potentiellement, il y avait une suspicion aussi de génétique dans la maladie qui a été exclue depuis, donc parce que mes grands-parents ont eu aussi la maladie d'Alzheimer.
Donc, moi, j'avais un peu ce truc, cette épée de Damoclès de dire, mais punaise, si potentiellement je risque de tomber malade d'une maladie irréversible, incurable et non anticipable à 60 ans, ben go, en fait, c'est maintenant, quoi. Et oui. donc, je pense que tout mis l'un dans l'autre, ça fait un petit cocktail. Oui, c'est ça. Où j'ai plus envie de m'embêter à me tracasser pour des broutilles. Je dis pas, ça m'arrive encore évidemment, mais moi. Oui, ben oui. C'est le genre de situation, expérience ou événement dans la vie qui font qu'on relativise tout le reste, parce qu'à côté de ça, c'est tellement peanuts, quoi. Enfin, c'est rien du tout. Mais du coup, j'ai fait mon burn-out après ça, et donc je me suis beaucoup culpabilisée aussi pendant mon burn-out, justement, de me sentir moins bien, etc., de perdre du temps. En fait, j'ai beaucoup culpabilisé de perdre du temps à être pas bien. Tu vois. Alors qu'il faut vivre maintenant. Exactement. J'ai pas le temps d'aller mal. Je venais d'avoir 30 ans. Enfin, un peu, c'est censé être mes bonnes années, et voilà. Et alors, pour être tout à fait complète dans ma réponse aussi, comment est-ce que j'ai fait en si peu de temps, c'est que moi, j'ai aucun problème à déléguer ce sur quoi je suis pas bonne. Voilà. Moi, tout ce qui est page de vente, tout ça, j'aime pas. Donc, voilà, je délègue. Tu délègues. Ouais. Génial. Je préfère payer quelqu'un que de prendre mon temps. Oui, si tu peux le faire, oui. Comment est-ce que c'est ça, tu l'as fait dès le départ? Non, pas dès le départ. Non, j'ai commencé à déléguer certaines choses. Il y a quand même déjà un petit moment. Avec le lancement de la Marmotte Academy, donc avec le lancement de ma formation, donc novembre 2024. Ah oui, donc tu vois, ça m'a aidé quand même. oui, c'est ça. Tu en as parlé un petit peu. J'imagine que c'est au début de cette année quand tu es arrivé en Thaïlande, mais à quel moment est-ce que tu réalises que tu y es, cette vision que tu avais imaginée, tu y es, et qu'en fait, ça fait pas exactement ce que tu pensais? Ben oui, honnêtement, c'était en Thaïlande. C'était, bien sûr, quand j'arrive, je me dis, waouh, mais honnêtement, je me suis quand même dit, la chance, quelle chance on a de vivre ça, d'être ici, c'est incroyable. Et puis j'ai eu un petit moment de, ok, maintenant quoi? Maintenant quoi? C'est quoi le truc? Est-ce que je me repose sur mes lauriers? Mais c'est pas du tout dans mon caractère. Ou bien est-ce que je travaille la suite, quoi? Et oui, et puis après, justement, il y a évidemment, j'ai toujours des peurs, j'ai toujours des insécurités qui sont là, l'insécurité financière, voilà, on pourrait en parler, mais d'un moment donné, de me dire, le fait de ressortir la vision et de dire, oui, bon, ça va, quoi. Enfin, tu vois, tu t'es sorti de bien pire, ça permet aussi de relativiser, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que du coup, il y a ce double sentiment de contente, mais en même temps un peu un vide? Est-ce que c'est plutôt du vide, de la confusion, de la déception? C'est quoi à ce moment-là, à côté du je suis contente d'y être arrivée? Ouais, tout à fait. C'est pas de la déception, c'est plutôt... C'est intéressant, c'est pas de la curiosité, parce qu'effectivement, c'est un chouï plus négatif que ça. Peut-être un peu de la frustration. C'est un sentiment que je connais beaucoup, ça. De toute façon, la frustration, de dire, ok, j'en suis déjà là, mais il me manque encore quelque chose. Tu vois? Et c'est quoi qui te manque? C'est quoi que tu recherches? C'est ça que j'ai dû vraiment me poser sur ma prochaine vision pour pouvoir l'identifier. Parce qu'en fait, maintenant, je me suis rendu compte que c'est plus la liberté. Enfin, si, je suis toujours très très attachée à ma liberté géographique. Bien sûr, il faut qu'elle se maintienne, mais voilà, c'est plus ces objectifs-là financiers, etc., qui me drivent. Maintenant, c'est l'impact. J'ai réussi vraiment à identifier le fait que même si j'avais 10 millions sur mon compte, qu'est-ce que je voudrais continuer à faire? Tu vois? Qu'est-ce que je continuerais? Qu'est-ce que j'arrêterais?
j'entends liberté, stabilité. Ça, j'ai la pyramide de Maslow qui me vient parce que maintenant tu parles d'impact. Tu vois, c'est un petit peu, il faut d'abord la base de la pyramide. C'est d'abord cette sécurité intérieure, la liberté soi, et puis après l'impact. Enfin, après l'impact pour les autres, on s'entend. Il y a quand même toujours une partie d'impact, même à la base. On veut impacter les autres quand on entreprend. On le fait aussi pour ça. Ouais, mais pas de la même manière. Ouais, au début, je pense qu'il faut être égoïste et c'est pas, enfin, on peut se le dire quoi. Au début, on a besoin d'argent, on a besoin de vivre, on a besoin et ça c'est de l'égoïsme, mais dans le sens positif du terme. Et je pense que c'est une très bonne chose. On peut être égoïste en aidant les autres, mais il faut être égoïste. Et je pense que même surtout quand on aide les autres, il faut aussi être égoïste. Et que maintenant, je me dis, je pourrais même le faire pas pour l'argent. Tu vois, vraiment. C'est ça. C'est une de mes amies qui m'a posé la question, me dit, moi, il y a une question que j'aime bien me poser, c'est si tu avais 10 millions sur ton compte, qu'est-ce que tu ferais? Tu vois, qu'est-ce que tu ferais? Ben là, du coup, moi, je me dis, mais même sans être payée, moi, je pourrais parler, quoi. Tu vois, là, je suis dans mon kiff total, faire des podcasts, voilà, moi, j'adorerais parler du sommeil à la télé. Voilà, et je pense que c'est ça qu'on parlait un peu en off d'énergie, c'est qu'à partir du moment où j'ai formulé cette nouvelle vision et où aussi j'ai assumé, j'ai accepté de potentiellement décevoir en arrêtant d'accompagner moi-même, ben en fait il y a des opportunités de dingue qui se sont présentées. Donc je dis c'est hasard de dingue comme dirait l'autre. C'est quand même beau. Ok, attends, on va y revenir. Mais peut-être pour vraiment comprendre ce moment de bascule entre la vision qui est atteinte et voilà, entre-temps, t'as une nouvelle vision, mais au moment où t'es dans ce entre-deux... Je me suis foutu la paix totale, honnêtement. Je me suis pas mis la pression. Je me suis dit, ok, j'ai atteint. C'est peut-être passé une semaine ou 15 jours. Honnêtement, il s'est pas passé plus que ça. Parce que je suis vite dans le futur, comme je le disais. C'est pas passé beaucoup plus longtemps que ça. Et j'ai profité. En fait, j'ai rien changé de ce que je faisais avant, puisque de toute façon, depuis début janvier, je faisais pas grand chose. Donc, je me suis dit, ok, là, je mûris, je processe. Qui tu es quand t'as plus de direction claire comme ça? Quel impact est-ce que ça a sur ton identité? C'est une super bonne question, ça. Qui est-ce que je suis quand je n'ai plus de... en fait, je pense que je me ressens sur d'autres choses, sur d'autres projets perso, quoi. Toujours, j'ai besoin d'apprendre quand même. Donc, je me dis, je laisse ça de côté. Je sais que ça travaille en fond, que le processeur est là et que... voilà, mais j'apprends les échecs, tu vois, je vais marcher, je fais du sport et en fait j'ai d'autres choses dans ma vie qui me satisfont surtout ici, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis en plus ça arrivait à un moment où tu étais dans un nouvel environnement, donc ça te permettait peut-être aussi de te focaliser sur ces nouvelles choses qui étaient présentes dans le contexte, quoi. Oui, en fait, j'étais quand même toujours dans ma nouvelle routine, etc., dans le fait de découvrir des nouvelles choses, de nouveaux endroits, et je pense que du coup, je me suis pas mis de pression à ce moment-là, en disant, ok, j'ai sorti une fois ma vision, je l'ai lu à mon mari, et puis après, j'ai pas de souvenir précis de ce qui s'est passé dans je dis ça a peut-être duré 10 jours quand même, honnêtement, entre les deux. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ok, je me penche, je prends mon carnet et je réfléchis un petit peu à qui je vais être pour la suite, quoi. C'est ça. Donc la manière, comment toi tu as traversé cette zone de flou là, c'est en t'autorisant quelque part à être, ce flou. Ce sont mes mots évidemment, mais c'est ça. C'est le flou, c'est la direction et la vision qui devient floue puisque tu avais un objectif et tu y es. Donc il y a plus de cap plus lointain. Donc dans ce sens-là, flou vers où est-ce que je vais maintenant. En fait, comme je suis très créative, ma prochaine vision, il m'a pas fallu très très longtemps pour la construire. C'est ça. En 2 heures, c'était fait. Franchement, même pas. Par contre,
là où j'ai plus de mal maintenant, c'est quand je pratique la visualisation ou la manifestation, ça dépend comment t'appelles ça. J'ai du mal à m'imaginer, à me voir physiquement dans l'étape d'après. Donc c'est là que je pense que je suis encore dans ce process-là. C'est ça. Parce qu'avant, ça t'arrivait à le faire avec la vision que tu as déjà. Je prenais moins le temps de le faire. Je prenais moins le temps de visualiser. Là, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai remis en place depuis que je suis ici. Ok. Oui, c'est ça. Et donc, la manière dont tu as géré cet entre-deux, c'est en te focalisant sur d'autres choses qui te nourrissaient aussi, en te foutant la paix un petit peu par rapport à cette vision. Et puis, à un moment, tu t'y as mise et j'entends en 2 heures, c'était fait. Oui. Et en fait, je me suis fait coacher l'année dernière. Et en fait, j'avais cette phrase de ma coach qui tournait un peu il faut que tu réapprennes à être débutante. Et en fait, cette phrase a été un peu centrale, je pense, pendant ce moment-là, maintenant que j'y repense, parce que je me suis dit, OK, là, j'ai fini une étape, je vais me lancer dans une étape d'après, mais qui va me demander d'être en posture de débutante. Oui. Et c'est quelque chose qui est très, très difficile pour moi, de me mettre dans cette position de débutante nulle. Et donc, en fait, j'ai fait des activités où j'étais débutante nulle. OK, comme quoi? Voilà. Eh ben, écoute, j'ai testé le e-foil en Thaïlande. C'est quoi? Je sais pas si tu vois, c'est une planche, comme une planche de surf, mais avec un moteur. OK. Et donc, en fait, je n'ai jamais fait de surf, ni de snow, j'ai jamais fait de sport de planche de ma vie. Et donc, en fait, quand tu te mets sur la planche et que tu gères la vitesse, elle décolle même de l'eau. Donc, wow. Ouais, c'est très perturbant pour ton cerveau quand t'as l'impression de voler au-dessus de la mer. Spoiler alert, j'ai été vraiment nulle, vraiment et ça, c'était comment, du coup, pour toi, de ressentir ça? Inconfortable. Horrible. OK. Maintenant, j'en rigole parce que j'en garde un bon souvenir, parce que je suis contente de moi, de m'être challengée à aller dans quelque chose dans lequel je ne connaissais pas et potentiellement, visiblement que j'étais nulle. Mais, non, extrêmement inconfortable. Parce que, comme j'ai ce petit côté perfectionniste, je dois être la meilleure aux yeux des autres, etc. Et que l'on voit que je réussis. Voilà, très, très, très inconfortable, mais très, très instructif. Qu'est-ce que ça t'a appris? Que j'ai le droit de ne pas être bonne du premier coup et qu'en fait, ça, j'en suis, ma tête en est convaincue, que c'est ceux qui échouent qui apprennent le plus. Oui. Bien sûr, clairement. Ceux qui échouent qui apprennent le plus. Et t'as continué, du coup? Non, c'était 1 heure d'essai. mais en fait, honnêtement, j'ai envie d'y retourner, mais je pense que c'est pas pour les bonnes raisons. J'ai envie d'en refaire pour me montrer que je suis pas si mauvaise que ça. Oui, c'est ça. C'est pas les bonnes raisons. Pas tant parce que ça t'a plu ou parce que t'as envie d'en refaire. Pas parce que j'ai envie d'apprendre et de m'améliorer. J'ai envie de montrer que c'était une erreur et que ça va aller. C'est pas une bonne raison. Et du coup, qu'est-ce que tu en as, qu'est-ce que tu en as retiré? Comment est-ce que tu as transposé cette expérience-là à l'entrepreneuriat, puisque tu disais faut accepter d'être débutante. Je sais pas oui, c'est ça. C'est faut accepter, faut se remettre en posture de débutante. Mais je pense que je vais seulement tout le temps me confronter à ça. Tu vois, c'est le début de ma confrontation à mon statut de débutante. Et tu vois. Exemple, hier, j'ai envoyé un devis parce que j'ai été contactée par une grosse boîte pour faire un call, pour faire une keynote sur le sommeil. J'ai envoyé mon plus gros devis ever. J'ai jamais demandé autant. Et j'y ai repensé. Je me suis dit, c'est bon, j'envoie, on verra si ça passe. Et mais en fait, je me suis dit, oui, c'est la nouvelle moi qui apprend à demander plus et à facturer plus et voilà. Et donc en fait, je pense que ce n'est que le commencement et j'espère me souvenir tout le temps de ce e-foil où j'ai sangloté dans la mer quand même. Enfin vraiment, j'étais ridicule. Mais de me souvenir de ça, mais c'est pas grave, il se passe rien. Tu peux juste aussi commencer, te lancer et voir et apprendre et perfectionner et voilà. Oui, c'est ça, l'action.
Oui, finalement. bah oui. C'est commencer, y aller et puis voir. Oui, tout à fait. C'est ça. Comment est-ce que cette nouvelle vision, elle a émergé? Parce que tu dis en 2 heures. J'imagine qu'il y avait quand même déjà des morceaux qui devaient être là, mais en 2 heures, tu as écrit ta vision. Enfin, tu t'y es mise, mais comment est-ce que on passe de, OK, j'avais une vision sur laquelle je suis focalisée pendant 2 ans, qui est court, mais 2 ans quand même. Hein. Pendant 2 ans, je suis focalisée là-dessus. À un moment, je me rends compte que j'y suis. Et puis, 2 semaines plus tard, je simplifie, mais 2 semaines plus tard, je m'assieds, j'écris pendant 2 heures et voilà, ma nouvelle vision, elle est là. Oui. Honnêtement, tout à fait. Honnêtement, l'IA aide quand même un peu beaucoup, hein, pour formuler des questions. Évidemment que quand tu demandes à Claude, aide-moi à travailler ma nouvelle vision, il te fait un process pour te le sortir de ton cerveau. Et voilà. Mais oui, t'as tout à fait raison. La matière était déjà là. Et parce qu'en fait, la décision d'arrêter d'accompagner, je l'ai prise très rapidement. Et dès que je l'ai prise, je l'ai annoncée. Par contre, tu vois, dès que je l'ai prise, je l'ai annoncée. Comme ça, il y a pas le passage à l'action. Voilà. Et j'essaye vraiment de sonder aussi beaucoup plus mon corps. J'ai hésité à dire, tiens, est-ce que je proposerais pour la dernière fois, j'accompagne, si tu veux vraiment te faire accompagner par moi, dernière opportunité, dernière chance. Puis en fait, j'avais un signal dans mon corps qui disait non. Je suis OK, non, alors. Voilà, non. Mais je vais juste dire que j'arrête d'accompagner. Et puis, en fait, de là, c'est à découler, en fait, je vais faire un listing de mes clientes et je vais diffuser, les clientes que j'ai formées, les professionnels que j'ai formés. Comme ça, en fait, ça assoit et ça alimente ma vision d'impact. Et de leader d'opinion et en fait après ça les actions elles découlent d'elles-mêmes. Comment parce que ça je rencontre pas mal alors quand on parle de vision ici c'est encore une fois je simplifie mais c'est une deuxième vision entre guillemets surtout chez des entrepreneuses débutantes, tu vois, créer ses premières visions même c'est parfois compliqué. Oui, c'est sûr. Et alors, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est, ce sont des doutes. Oui, j'ai une vision, mais en fait, je sais pas si ça me correspond vraiment. Et du coup, ça aussi, ça freine et ça bloque. Comment est-ce que toi, tu étais sûr que c'était ta nouvelle vision, ta nouvelle direction, quoi? Ah oui, super bonne question. Pour ma nouvelle vision, je pense que c'est les signaux que j'ai eu envie de bosser comme une folle, quoi. Tu vois, j'ai retrouvé le feu, quoi. Ah, punaise, ça, je pourrais vraiment ne pas compter mes heures, quoi. Comme au tout début de l'entrepreneuriat. Tout début de l'enthousiasme. Ah oui, vraiment, le truc de, génial, ça va être trop bien, ça m'enthousiasme, d'avoir envie de chercher, de créer. Comme au début de l'entrepreneuriat, je me souviens très bien, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai suivi une formation pour vraiment apprendre à être entrepreneur, puisque moi j'avais juste appris à être psy. Et c'est ça. C'est ça. Et la nana dans sa formation disait oui parce que moi au début quand je me suis lancée, je travaillais 80 heures par semaine et tout. Et puis je lui envoie un message et je dis mais dis-moi qu'est-ce que tu sais pour travailler 80 heures par semaine, parce que moi je suis prête. Je peux travailler 80 heures par semaine parce que j'ai la niaque, quoi. Mais dis-moi ce que tu faisais. Mais justement, il n'y avait pas de formation comme la mienne, donc j'ai dû tout apprendre par moi-même. Et c'est ça qui m'a pris du temps. Et après, je l'ai vu plusieurs fois en vrai. Après, elle m'a dit, mais toi, t'es une tarée, Clémence. Elle dit, je pense que t'es la seule à m'avoir écrit pour dire que c'était pas assez, quoi. La formation, elle durait 3 mois, hyper intense, machin. Elle dit, t'es la seule, les gens, ils étaient débordés et tout. Et toi, tu me dis, allez, donne-moi plus. Qu'est-ce que je peux faire pour travailler plus? Et je dis oui, parce que l'entrepreneuriat, déjà, en tant que tel, j'adore ça. J'adore l'entrepreneuriat. Je trouve ça, je crois même que je préfère l'entrepreneuriat à mon métier de base, hein, honnêtement. J'adore ça. Et donc oui, là, j'ai trouvé un nouveau terrain de jeu, si tu veux, pour entreprendre des nouveaux et ça me nourrit, ça c'est vraiment ça m'anime, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ta nouvelle vision? Ma nouvelle vision, voilà, donc du coup j'ai vraiment envie de passer au niveau supérieur. Quand je dis au niveau supérieur, c'est que c'est un peu comme si, à l'heure actuelle, j'étais dans l'opérationnel, quoi, si tu veux. J'accompagne les gens pour dormir, je forme déjà, mais
je suis encore même dans mon quotidien, comme j'accompagne de manière très rapprochée mes patientes, je les suis par WhatsApp, etc. Donc ça me prend quand même du temps. Et là, de me dire, ok, j'arrête d'accompagner, j'arrête les suivis WhatsApp tous les jours avec mes patientes. Et là, je me concentre juste sur diffuser un message énorme. Ma mission, c'est vraiment que le sommeil, en fait, si tu veux, je vais être, tu vas rire, je vais être la Thibaut InShape du sommeil, quoi, tu vois. Thibaut InShape, il parle des protéines, et ben moi, je veux ça avec le sommeil. Je veux que quand tu penses sommeil, tu te dises, bah oui, c'est Clémence, quoi. C'est bien dans le plumard, tu vois. Et que, enfin, au-delà de mon ego qui dit oui, le sommeil, c'est Clémence. Bon, là, c'est très égocentré, mais c'est aussi, tout professionnel qui disent, bah oui, comme tu le dis très bien, il y a l'alimentation, ça, ok, on en parle, il y a le mouvement, il y a la gestion du stress, mais il y a le sommeil. Et que, en fait, le sommeil, il ne soit plus, relégué au Xème plan, quoi. Et que ça devienne vraiment, central. Parce que, bah déjà, c'est central, et puis de deux, les patients, eux-mêmes sont tellement peu accompagnés sur le sujet qu'ils sont convaincus que c'est le problème. Ça, c'est la réalité. Oui, ça identitaire, quoi. Ça devient, exactement. Oui, c'est ça. Mais oui, parce que quand ils en parlent à des professionnels, ils n'ont pas de retour. Soit c'est nié, soit c'est banalisé. Et ça, c'est problématique, tu vois. Et donc voilà. Donc ça, c'est mon grand message. Et donc, en fait, cette grande vision, ce grand objectif, mais en fait, je peux plus être dans l'opérationnel. Je suis leader d'opinion, quoi, si tu veux. Je prends mon bâton de pèlerin, je prends mon gueulophone et je diffuse la parole, et c'est ça mon message. Donc, forcément, ça passe par d'autres actions. Oui. Et alors, ça passe par d'autres actions. Quelles sont ces nouvelles actions? Parce que j'imagine que du coup, la partie... Tu veux du spoil, hein? Ah oui. Ben, il y a la partie... écoute, oui, on est là pour ça. Il sort quand ton épisode? Je ne sais pas encore, mais pas dans les 2 semaines qui viennent. Donc... si c'est pas dans les 2 semaines qui viennent, alors je peux déjà en spoiler un. C'est que oui, je vais lancer un podcast et une chaîne YouTube. Ça c'est déjà, parce qu'il y en a pas. Il y en a pas sur le sommeil. Donc, oui. Ouais, j'ai la chance d'être interviewée sur beaucoup de podcasts. Oui. Mais du coup, là, je vais vraiment aller en profondeur sur les sujets du sommeil, quoi. Sur tous les sujets du sommeil. Qui sont toutes les choses auxquelles c'est relié, comme on le disait avant. Ouais. Oui, et donc j'imagine que la partie académie, ça tu la maintiens. Oui, bien sûr. Puisque ça aide aussi à diffuser, puisque toutes ces personnes que tu formes vont pouvoir dans leur pratique accompagner sur le sommeil. C'est ça. Ça, c'est mon effet papillon, si tu veux. Mon académie, c'est mon effet papillon. C'est pour chaque professionnel formé, en fait, je change des dizaines et des dizaines de vies, tu vois. Oui. Je le dis en mode très égoïste, mais en fait, j'arrête d'accompagner en one-to-one, mais le fait de former des gens, ça fait effet papillon. Donc c'est génial. Ça même chose, c'est vraiment en termes de développement, c'est mon objectif de développer à fond l'académie. Oui, c'est ça. Parce qu'en termes de, si on revient à du très business et entrepreneuriat justement, arrêter tes accompagnements, toi, ça veut dire aussi dire non à une partie de ton chiffre d'affaires. Oh oui. Du coup, comment est-ce que... Alors, ma question est double, tu vois, mais c'est pratico-pratique. Comment est-ce que tu vois les choses dans ta vision au niveau business aussi? Parce qu'on en a déjà tous croisé des entrepreneurs qui ont de très belles visions, mais qui n'ont pas réfléchi concrètement. Est-ce que c'est réalisable au niveau business? Je vais peut-être déjà d'abord poser cette question. Oui. Deuxième. Très bonne question, parce que c'est vrai que il suffit pas d'avoir une vision pour se dire youhou, tout va bien se passer. C'est vrai, et j'ai choisi de renoncer à une part quand même non négligeable de mon chiffre d'affaires avant que mon chiffre d'affaires relatif à l'académie remplace, si tu veux, mon chiffre d'affaires global. Donc ça, c'est merci pour cette oui, et merci pour cette précision là, parce que il y en a beaucoup des entrepreneurs qui
veulent d'abord faire monter un truc, mais du coup se retrouvent coincés, bloqués, et ont l'impression de pas, que ce soit d'ailleurs par un mi-temps salarié, bien sûr, un mi-temps, alimentaire, même si c'est en tant qu'indépendant, mais oui, c'est là qu'il faut avoir la foi. C'est là qu'il faut avoir la foi de se dire, ok, j'ai peur, mais j'y vais, je renonce à quelque chose pour me laisser de la place. Oui. Et je l'ai expérimenté l'année dernière dans un tout autre domaine qui sont mes amitiés, mes relations amicales, où à un moment donné, j'ai dû faire de la place pour faire rentrer des nouvelles personnes qui en valaient peut-être plus la peine. Donc, j'ai expérimenté ça d'un point de vue privé. Et du coup, maintenant, en fait, je crois que c'était ça aussi qui m'a aidé à me dire, ok, je fais de la place parce qu'en fait, là, quand je dis mes accompagnements one-to-one, moi, je les ai tous les jours. Je les vois pas en visio tous les jours, mais je les ai tous les jours en suivi. Mais en fait, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent avec la vision que j'ai. Donc, en fait, je peux pas continuer à quotidiennement mettre des actions en place qui me prennent du temps et qui me bloquent dans ma vision plus large et plus globale. Donc oui, non, je n'ai pas attendu. Donc là, ce mois-ci, j'ai une réduction de mon chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Bon, ça va, c'est pas un cata. Et surtout, moi, je pense que c'est aussi un moteur. Je me suis déjà retrouvée, quand t'es en burn-out et que tu tombes sur la mutuelle, franchement, tu perds. Moi, j'ai perdu par moment 1 000 € par mois. T'apprends. Ça a bien travaillé mon money mindset, mine de rien. Et t'apprends qu'en fait, il y a pire. Il y a pire que là, perdre je sais pas, 30% de mon chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, mon objectif, c'est vraiment de développer, et donc je mets des actions en place pour développer mon chiffre d'affaires par la Marmotte Academy. Donc, ça veut dire plus de masterclass, me focaliser à 100% sur cette communication-là, mettre les bonnes actions au bon endroit, dans le bon timing. Et puis, je pense aussi que les actions plus larges comme la chaîne YouTube, le podcast, vont alimenter ça, parce que forcément, quand t'as l'occasion d'écouter un épisode de 30 minutes sur le sommeil, tu vois un petit peu plus l'expertise de la personne comparé à un réel sur Instagram. C'est pas ça, je m'éclate sur Instagram, mais ça a quand même ses limites, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais donc, l'objectif, c'est faire monter la Marmotte Academy pour remplacer la partie. Ouais, en termes de chiffre d'affaires, par autre chose. Non, non, il faut surtout pas, non, justement, je voulais pas tomber dans ce piège-là, parce que je pense que, il faut que je reste focus et que le plus pertinent et le plus win, c'est la Marmotte Academy. Et c'est de me focaliser là-dessus. Ça peut faire peur parce que c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais au final, il y a toujours des compléments. Enfin, comme je dis, hier, j'ai envoyé mon plus gros devis ever, qui a été revu un petit peu à la baisse, mais qui est quand même toujours mon plus gros devis ever. Voilà, il y a quand même toujours des choses comme ça qui se passent. Je pense quand on est aligné, quand on diffuse aussi ça, visiblement, il y a des opportunités qui se présentent aussi. Donc, oui, c'est ça. Tu disais le fait de déjà lâcher une partie avant même que l'autre partie augmente, ça te demande de travailler ta foi, ta confiance, tout ça. Comment tu fais pour la travailler justement? Je pense que l'effet Thaïlande, ça aide, honnêtement, de relativiser. Je pense très honnêtement que si j'avais été dans ma routine sans rien changer, sans être dans un environnement exceptionnel où je me sens chanceuse d'être là, etc. Je suis pas sûre que j'aurais vécu de la même manière, honnêtement. Parce que là, on parle un peu de la partie rose, mais évidemment, j'ai des doutes, j'ai des moments de stress, d'angoisse, comme tout le monde, c'est évident. J'ai peur du manque aussi, c'est évident. Mais je pense que ça m'a vraiment aidé d'être ici. Vraiment. De quelle manière? C'est une bonne question. Mais peut-être déjà de ne pas me focaliser tout le temps sur mon travail. Parce que même si je travaille que 3 heures par jour, mine de rien, j'y pense tout le temps. Enfin, j'y pense. Je suis une entrepreneuse, donc quand je promène mon chien, je prends des notes dans mon téléphone, des super posts que je vais pouvoir faire, tu vois. Mais ouais, je pense que le fait de relativiser, d'avoir vraiment des moments off, vraiment, vraiment off, puisque le décalage horaire, ça aide. Pour ça, moi, j'adore le décalage horaire. Pour ça veut dire que toutes mes matinées sont totalement libres parce que l'Europe dort. Je pense que ça m'a vraiment aidé.
Et puis mes expériences. Enfin, en fait, je pense que mon histoire entrepreneuriale et le fait d'avoir alimenté depuis 2 ans maintenant au journaling et tout ça, je crois que ça m'aide quand même parce que je me souviens plus des étapes par lesquelles je suis passée. Comme je suis pas quelqu'un qui réfléchit au passé, moi, le journaling, ça m'aide pour ça. Pour ancrer un peu les étapes passées, de dire, bah, ok, t'as déjà eu peur de ça, t'es passé outre. T'as déjà eu peur de ça, t'es passé outre. T'as déjà, voilà. Et donc, je pense que c'est en partie pour ça. Oui, c'est ça, c'est ancrer les compétences, enfin, les compétences et les ressentis et le processus de, j'ai déjà eu cette peur-là, la peur du manque, le doute, etc. Et j'y suis arrivée quand même. Je suis passée outre. J'ai fini par trouver des solutions pratiques dans tous les cas. J'ai les ressources. Un mois plus tard, ça te paraît pas aussi dramatique, quoi. Tu vois? Oui, aussi. Parfois, parfois il y a pas de solution, mais juste notre vision sur le truc a changé. Donc c'est ça. C'est ok en fait. Oui, exactement. C'est ça. Donc le journaling, oui, ok. Et le fait d'être en Thaïlande, est-ce que c'est aussi alors j'entends un décalage horaire, des choses un peu pratico-pratiques, mais est-ce que c'est aussi le fait que peut-être là, il y a une autre, je suis jamais allée en Thaïlande, je sais pas, mais qu'il y a une autre vision sur la vie, sur le monde, et que ça déteint un petit peu sur toi? Je pense que mes émotions, en règle générale, sont assez apaisées ici. Déjà, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup de colère, hein. Enfin, je fais pas des crises de colère, mais je peux vite m'énerver sur le comportement des gens, etc. Pas du tout ici. Et c'est vrai que ça, je pense que oui, être dans une vibe un peu bouddhiste, hein, en fait, ça aide. Quoique, il y a les Thaïlandais, mais il y a aussi, là où je suis, il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup de touristes et il y a beaucoup d'expatriés aussi. Donc, t'as un peu différentes choses. Et d'un autre côté, oui et non, parce que les Thaïlandais sont des bourreaux de travail, hein. Ils travaillent énormément, hein. C'est difficile de sympathiser avec des Thaïlandais en dehors que sur leur lieu de travail, parce qu'ils travaillent tout le temps. Donc voilà. Donc je sais pas. Moi je dirais peut-être plutôt oui, la reconnaissance d'être là, le fait de couper plus et de consacrer mon temps à d'autres choses que purement le travail et plutôt les choses du passé. Je dirais plutôt ces 3 choses-là, moi. Enfin, l'ancrage du passé. Ouais. Oui, donc c'est vraiment cette combinaison entre, enfin, l'image qui me vient là, c'est cette combinaison entre le passé et le fait d'ancrer le passé permet la vision du futur. Ben oui, parce que comme je disais, en fait, moi, comme je suis tout le temps dans le futur, si je ne m'arrête jamais sur ce que j'ai déjà fait, ben potentiellement, je suis jamais contente. Je suis jamais satisfaite. Ça, c'est un peu le revers de la médaille que j'ai, hein, honnêtement. On doit souvent me rappeler de me célébrer et tout ça. Ça a été un gros travail aussi en coaching. Mais ouais, donc du coup, le fait d'ancrer et d'ancrer les émotions aussi, de dire, ok, à ce moment-là, t'as cru que t'étais une grosse merde. Et ben non, en fait, ces émotions-là sont passées et ça n'a rien dit de toi. Il y a rien de mal qui s'est passé. Enfin voilà. Je pense que du coup, ça permet avec la répétition et la répétition d'atténuer certaines émotions, quoi. Oui. Aujourd'hui, réussir, ça veut dire quoi pour toi? Réussir, ça veut dire pour moi, trois gros points. Avoir un impact sur quelque chose de positif. J'irai jamais travailler pour Philippe Maurice, quoi. Tu vois. Avoir la liberté géographique et la liberté financière. Vraiment, pour moi, c'est 3 points. Avoir la liberté financière de préparer sa retraite, d'avoir des investissements. Maintenant, tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure, oui, parfois ça fait un peu peur d'avoir tous ses œufs dans le même panier. Maintenant, je le vois différemment, c'est que je vais mettre tous mes œufs dans le même panier, business, bien dans le plumard, dans la Marmotte Academy, mais je veux avoir d'autres œufs dans d'autres paniers, investissements, des choses comme ça. Et ça, c'est ce que je suis en train aussi de travailler. Et la liberté géographique, c'est que j'ai déjà pas mal et qu'on va continuer.
Oui, c'est ça. Ce que j'entends, c'est que les 3 sont déjà là en partie, Oui. mais que dans ta vision, du coup, l'impact, il est déjà là, tu le veux plus grand, et la stabilité financière, enfin, ou la partie finance, est un peu justement pour arriver à ce. Enfin, tu recules pour mieux sauter, quoi. Donc, il y a un petit recul maintenant, mais il y a quand même cette base financière qui est déjà là. Oui, c'est ça. Je peux me permettre de reculer un petit peu. Hein. C'est ça. Moi, j'ai un coussin, hein, évidemment. Mais oui, moi, quand je parle vraiment de ma prochaine définition, enfin ma nouvelle définition de la réussite financière, c'est de pouvoir m'arrêter de travailler et que rien ne change. Mm-hmm. Tu vois, ça c'est le Graal, quoi. Grâce à ces investissements hors business, du coup. C'est en réflexion, effectivement. ouais. Ok. Mais ça passe. Le premier point, c'est le business. C'est le premier levier d'enrichissement, de toute façon. Faut générer de l'argent. Bien sûr. Oui, c'est ça. Ok, donc liberté géographique, finance stable, sécurisante et impact. Exactement. Ça, c'est ma définition de la réussite, en tout cas. Ouais. De quoi tu es fière? Honnêtement, je suis fière de ce que je fournis. Je suis fière d'avoir changé la vie de plus de 250 personnes. Et je suis très fière quand je suis en call avec mes clientes. Comme hier soir, par exemple, avec j'étais en live avec la Marmotte Academy. Là, je suis super fière. Je suis tellement fière. Ouais, je suis fière de ça. Et ouais, mine de rien, je suis fière aussi de la vie que j'ai créée. Mais là, c'est plutôt les autres qui me le disent. Mais une fois qu'on me le dit, je me dis, ouais. C'est vrai que je peux être fière. J'adore. Je trouve qu'on n'est pas assez fier de soi dans la vie. Mais, et je trouve ça peut paraître bateau, mais c'est un sentiment tellement. Moi, j'adore quand je vois quelqu'un. J'ai les yeux qui pétillent pour l'autre, quoi. Quand je vois quelqu'un qui est fier de soi, je trouve ça. C'est vrai. Génial. Oui, et enfin pour la petite anecdote, le pote qui m'a dit il y a 2 jours, mais tu te rends compte Clémence, t'es hyper successful, machin. J'étais un peu en la fille elle rougit, quoi, tu vois. Oui, mais bon, tu sais. Et il me dit, mais c'est fou, il dit, vous les femmes, vous doutez tout le temps alors que t'as vu un peu ce que t'accomplis. Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais un peu modestie, quoi. Mais oui, c'est ça. C'est chaud. Modestie, et puis en Belgique aussi, il y a un peu cette culture, enfin, tu vois, d'être. C'est vrai que c'était un Français qui me disait ça. C'était un Nos amis français, effectivement, pour ne citer que, mais. C'est vrai. J'ai une dernière question pour toi. Pour celles qui courent après une vision aujourd'hui et qui auraient du mal à la trouver ou pas tant à la trouver, mais à la créer, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? La question, c'est est-ce qu'elles ont du mal à créer la vision ou bien est-ce qu'elles ont du mal à atteindre la vision? À la créer. À la créer. Ceci dit, l'autre question pourrait être intéressante aussi. Ouais. C'est très dur parce qu'en fait, c'est tellement facile pour moi. Du coup, c'est très, très dur. En fait, non, peut-être que le b.a.-ba, c'est peut-être de s'autoriser à mettre dans sa vision même des choses qui nous paraissent soit inatteignables ou soit qui nécessiteraient qui sont associés à la croyance de je devrais changer pour atteindre cette vision-là. Et donc, en fait, de s'autoriser à dire, en fait, si je veux beaucoup d'argent, en fait, je peux juste dire que je veux beaucoup d'argent et quand je m'achèterai des Louboutins. Tu vois, si c'est ton délire, autorise-toi, en fait. Ça fera pas de toi une mauvaise personne. Ouais. Voilà. Ça impliquera qu'il faudra changer. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, que ça implique du changement aussi de qui je suis. Oui, mais en fait, on a bien sûr qu'on change. Et l'entrepreneuriat nous change beaucoup. On doit évoluer, on change tout le temps, en fait. Mais si tu as la croyance que, par exemple, prenons l'exemple de l'argent, c'est le plus facile, que avoir, gagner 50 000 euros par mois, ça fera de toi une personne pingre,
égoïste, qui doit, je sais pas moi, que pour atteindre 50 000 euros par mois, tu dois ne pas être éthique. En fait, si tu nourris ces croyances-là, tu peux pas la mettre dans ta vision. Enfin, si tu peux la mettre dans ta vision, mais tu dois d'abord travailler les croyances. Oui, c'est ça. Oui. Il faut changer pour. Souvent, atteindre sa vision passe par un changement d'identité oui, et de qui on est, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on devient quelqu'un qu'on n'aime pas. Ah bah non. Et c'est là, c'est souvent on associe à certaines choses qu'on ne veut pas. Enfin, il y a déjà des trucs. Bien sûr. Des croyances préexistantes, quoi. C'est super intéressant. Et je pense que ça c'est super intéressant. Tout à fait. On est obligé de changer pour arriver à une prochaine étape de soi. Hein. Si on reste à jouer petit, par exemple, on peut pas grandir forcément. Mais si on nourrit ça de croyances limitantes ou de croyances négatives, on va pas l'atteindre, quoi. Oui, c'est ça. Ou de gagner 50 000 euros par mois, ça voudra d'office dire refaire un burn-out. Moi, si je nourris ça comme croyance, j'y vais pas. Hein. Non, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, pour celles qui veulent créer une vision, c'est s'autoriser à viser plus grand. À viser grand. C'est ça. Même si vous avez actuellement la croyance que cette étape-là impliquerait des trucs négatifs. Parce que ce ne sont que des croyances, ça, c'est facile à déconstruire. Ça se travaille. Oui, c'est ça. Ça se travaille. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas couvert et que tu voudrais encore ajouter? Non, je pense pas. C'était très intime comme épisode et très réflexif, donc très 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 chouette. Je suis sûre que je vais y repenser. Hein. Après, je vais me dire j'aurais peut-être pu dire ça. Désolée. Mais non, je pense que j'espère que ça plaira. Ouais, j'en suis sûre. Merci en tout cas pour ton temps. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a parlé, touché ou fait réfléchir, tu peux m'aider à faire vivre ce podcast par une note, un commentaire, un partage à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Et abonne-toi si tu veux continuer ces conversations ensemble. Prends bien soin de toi et à bientôt. Toi aussi, tu utiliserais bien un petit coup de pouce pour ton bien-être mental? Je te conseille la plateforme Feeling Great by Partena Professional avec qui je collabore pour cet épisode. Tu y trouveras gratuitement toute une série de ressources, des articles de blog, un baromètre bien-être, des webinaires et des ateliers. Ça fait 2 ans que je travaille avec eux et je peux vraiment te les recommander. Toutes les infos et le lien vers la plateforme sont dans les notes de l'épisode ou rendez-vous directement sur feelinggreat.be.